Bon, écoutez, je crois que nous pouvons commencer. Voilà, donc je cède tout de suite la parole à Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette, qui va introduire cette table ronde. Merci Jacques. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Jean-François Vigier. Je suis donc maire de Bure-sur-Yvette en Essonne et j'ai eu la chance et l'honneur de présider le Forum métropolitain durant l'année 2017. Voilà. Je vais d'abord vous présenter les intervenants à cette table ronde. Je voudrais vous présenter Siem Apchi, qui est directrice des activités au sein de l'association Aurore. Également Sonia Lavadigno, consultante prospective en urbanisme et mobilité. Mesdames Pelou et Anne-Claire Davy de l'Institut Paris Région et de l'APUR, qui nous feront un petit cadrage, un petit rappel technique d'ici quelques instants. Daniel Béard, géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris et directeur de la coopérative Acadie. François Thiraud, qui est directeur général de l'EPA Sénart, adjoint de l'EPA Sénart, mon estimé collègue et ami Daniel Breuillet, ancien maire d'Arcueil et vice-président de la métropole du Grand Paris. Et nous attendons l'arrivée de Pierre Weltz, qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. Quelques mots, si vous le permettez, pour introduire cette table ronde sur le thème « Vivre dans le Grand Paris ». Alors c'est une passionnante question et le Forum a travaillé depuis son origine sur cette problématique essentielle. Et c'est même finalement la raison pour laquelle il a été créé il y a 10 ans. C'est-à-dire créer les conditions d'un dialogue constant entre élus de tous bords politiques pour favoriser le mieux vivre des Franciliens. Alors le Forum, vous le savez sûrement, a résisté à tous les changements politiques. Il a résisté à tous les textes législatifs, même la loi NOTRe, et on en parlait encore il y a quelques minutes en réunion de bureau, pour rester finalement cette instance de dialogue, mais aussi de travail et d'élaboration de propositions concrètes pour mieux vivre dans le Grand Paris. Alors nous avons travaillé bien sûr sur la gouvernance du Grand Paris, et souvent le Forum est connu quasi exclusivement pour son travail sur la gouvernance et les questions institutionnelles liées au Grand Paris. Mais loin de là, nous avons travaillé sur beaucoup de sujets comme les transports, nous avons travaillé sur la mobilité en général, nous avons produit un travail très important il y a encore quelques mois, mais le logement, l'aménagement, le cadre de vie. Et nous avons également travaillé sur ce qu'on a appelé le risque d'effet frontière, c'est-à-dire le risque de décrochage entre la métropole, c'est-à-dire Paris, la petite couronne, et la grande couronne. Car le Forum, ne l'oublions pas, rassemble les élus de grande couronne dont je suis. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas sans une certaine fierté que je peux dire que je suis le seul président du Forum qui est un élu de grande couronne. Voilà, il n'y a qu'un seul élu de grande couronne qui a présidé le Forum en 10 ans d'existence, c'est moi, donc je porte ça un peu comme une fierté. Mais, blague mise à part, il est en effet indispensable que nous vivions tous mieux dans le Grand Paris, mais au-delà également, dans toute la région, car nous savons bien que les grands Franciliens vont travailler dans la métropole et à Paris. Et puis, notre métropole doit guider les territoires bien au-delà de la petite couronne. Alors, pour finir mon propos et lancer peut-être le débat, je voudrais m'appuyer sur une étude que le Forum a réalisée il y a maintenant 3 ans. Cette étude a démarré alors que mon prédécesseur, le maire de Nanterre, présidait le Forum, et cette étude s'est terminée alors que je venais d'en prendre la présidence. Et cette étude était particulièrement intéressante puisqu'elle portait sur les convergences métropolitaines. Et parmi les questions qu'a soulevées cette étude, il y en a une, je me rappelle, qui nous avait interpellés. Je parle sous le contrôle de Daniel Béard,
puisque Acadie avait participé à la réalisation de cette étude avec l'IAU et avec la PUR, c'était de dire finalement, nous les maires, nous sommes confrontés au dilemme qu'avait mis en lumière cette étude, à savoir, je suis maire, et je suis élu par mes concitoyens, c'est bien normal, il y aura des élections municipales d'ailleurs dans quelques mois. Eh bien, une ville, et l'étude l'a montré, est plutôt fréquentée par des actifs qui viennent y travailler ou qui viennent s'y divertir. Et nous sommes donc confrontés à un problème. Devons-nous alors servir les intérêts de la commune et de son dynamisme pour la rendre riche, attractive, ou bien par les attentes de nos concitoyens qui y vivent et qui y dorment? Ça, c'est une vraie question qu'avait soulevée, parmi les nombreuses questions qu'avait soulevée cette étude, et que je vous soumets aujourd'hui, et peut-être reviendrez-vous sur cette question. Les deux ne sont pas forcément antinomiques, mais ils peuvent l'être, et en particulier sur les questions, bien sûr, de qualité de cadre de vie. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Cher Jacques Paquier, je vous redonne le micro, et je souhaite à toutes et à tous une table ronde fructueuse. Merci. Merci beaucoup. Et on peut vous applaudir. Voilà, mais je ne garde le micro que très peu de temps pour vous donner la parole pour un cadrage technique. Oui, merci. Alors, je vais attendre voilà, l'apparition de l'image. Donc, en effet, pour ouvrir la table ronde sur cette question de la qualité de vie, on va essayer de donner un peu quelques contrepoints à cette idée que la faiblesse de la qualité de vie dans les métropoles est souvent pointée comme une difficulté, enfin, une de ses faiblesses pour son développement. Et on va essayer d'aller un peu contre cette image en rappelant un peu pourquoi les métropoles retiennent leurs habitants et la richesse des opportunités qu'elles offrent par rapport à des enquêtes qui nous annoncent un souhait de départ des franciliens. On va regarder un peu qu'en est-il réellement. Et puis, bien sûr, on ne peut pas nier les difficultés quotidiennes, mais derrière le portrait général, essayer de voir la diversité des situations. Et ensuite, comment les projets urbains engagés peuvent être un début de réponse à ces difficultés. La première chose sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est donc, on a vu récemment, l'année dernière, paraître pas mal d'études qui nous annoncent les franciliens, lassés par la difficulté de la vie quotidienne, seraient tous prêts à partir. On dit qu'un francilien sur deux rêverait ou aimerait quitter la région. Une enquête de cadre emploi évoque 84% des cadres qui réfléchiraient à quitter la région. Ces habitants supporteraient mal le stress, la saturation des transports, bien sûr le coût du logement. Et en plus, ils pourraient être séduits par les opportunités croissantes qu'offrent les autres métropoles régionales. Derrière ce cadrage un peu général, on est donc allé voir un peu les démographes de l'Institut et voir qui part réellement, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on constate un peu dans nos chiffres, est-ce qu'on voit ces départs se concrétiser. Et quand on regarde le déficit migratoire de la région avec le reste de l'espace national, il est réel. On voit que entre les gens qui entrent en Île-de-France et les gens qui la quittent, on est à un déficit de 76 500 personnes. Mais quand on décompose ce déficit, on s'aperçoit qu'il concerne des publics très particuliers, qui sont les retraités au moment du départ à la retraite, une tendance à partir plus fréquente des familles, compensé par de l'arrivée de jeunes ménages, et qu'en réalité, si on ne regarde que les actifs occupés, ce déficit est assez faible. Il n'y a pas un grand déficit sur la question des gens qui travaillent, c'est plutôt des ménages à la fin de leur période de vie active ou des ménages modestes. Et d'ailleurs, le poids de l'Île-de-France est stable depuis 50 ans, autour de 19% de la population nationale. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce déficit, qui est réel, il est structurel. Il correspond au rôle de la métropole, qui est une étape dans le parcours de vie, qui est un passage dans les carrières, et qui a un rôle dans l'espace national qui est structurel et qu'on retrouve dans toutes les métropoles internationales. Ce profil démographique est commun à toutes les grandes métropoles internationales. Et donc, ce départ un peu des actifs ne correspond pas à une fuite de l'Île-de-France, mais bien au rôle de la métropole dans l'espace national. La seule évolution, on pose la question, est-ce que c'est en train de changer? Est-ce qu'on commence à voir quelque chose bouger? La seule chose qu'on peut dire, c'est peut-être qu'un certain nombre de carrières qui auparavant auraient dû faire un détour par l'Île-de-France peuvent se dérouler entièrement dans les métropoles régionales. Donc on pourrait peut-être parler d'un petit ralentissement des arrivées, mais pour autant pas du tout d'un départ massif comme les enquêtes semblent le raconter.
Alors pourquoi reste-t-il? Bien sûr parce que l'emploi, premier atout des métropoles. L'Île-de-France, c'est 2% du territoire national, 19% de sa population, mais 22% de ses emplois, 31% du PIB. Et c'est particulièrement vrai pour certaines carrières, puisque 40% des chercheurs sont dans la région, 44% des cadres des fonctions métropolitaines supérieures, et si l'on en croit la PEC, 48% des recrutements de cadres prévus en 2009 se tiendront dans la région. Et cette richesse d'opportunités, elle a aussi un avantage, c'est qu'elle est inclusive. Elle favorise le rebond des carrières, elle favorise les carrières de couples biactifs. On peut en voir un écho dans le taux de chômage. Quand on regarde les écarts de taux de chômage à l'échelle nationale entre les hommes et les femmes, les Français, les étrangers, les jeunes, les seniors, il est plus marqué qu'en Île-de-France où les écarts sont moindres, permettant du coup la résilience des carrières. En cas d'à-coup, on retrouve plus rapidement du travail. Et on le voit aussi à travers la promotion sociale intergénérationnelle, puisque dans une étude récente de France Stratégie, on nous montre que l'Île-de-France est la première région en termes de mobilité sociale, c'est-à-dire si on regarde le pourcentage d'enfants de CSP, de milieux modestes qui ont connu une promotion sociale, 20% d'entre eux sont nés en Île-de-France, en lien avec la richesse de son dispositif d'enseignement supérieur, la diversité des filières de formation qu'elle peut offrir. On pourrait aussi parler de la richesse des opportunités culturelles, du patrimoine, enfin de tout un type d'opportunités, mais pour la présentation rapide que nous devons faire, on a dû faire des choix. Alors bien sûr, on ne peut pas nier les difficultés quotidiennes de la vie dans la métropole, en tout cas celles qui relèvent de la saturation des transports, des temps de transport qui sont plus longs. Donc on le voit, un francilien consacre 1h30 chaque jour à se déplacer, ce qui est une demi-heure de plus que la plupart des autres métropoles. Pour autant, derrière ce portrait général et les effets de congestion que l'on a sous les yeux tous les jours, la situation est assez contrastée, puisque si on regarde simplement les navettes domicile-travail, il y a un quart des franciliens qui met moins de 20 minutes pour se rendre sur son lieu de travail, la grande majorité qui met entre 20 minutes et 1 heure, et donc on voit bien qu'il y a un système beaucoup plus divers de situations. On peut donner quelques chiffres un peu comme ça pour sortir pour des idées un peu différentes. Un francilien sur 4 rentre déjeuner chez lui le midi. Et puis un autre atout, c'est l'espace hyper connecté du Grand Paris qui va encore s'améliorer avec une grande partie de la métropole qui est accessible sans voiture, ce qui est une forme d'atout pour les jeunes, pour les ménages modestes à qui ça offre une condition de vie d'autonomie de déplacement. 79% des déplacements quotidiens se font en transport en commun. On voit d'ailleurs que l'Île-de-France connaît une part minoritaire des déplacements en voiture par rapport aux moyennes nationales, 37% des déplacements. Si on vient aux enjeux écologiques, on voit que c'est un facteur de résilience. Et puis, on voit aussi que c'est des territoires où on marche plus qu'ailleurs. Bon, je cherchais un peu des chiffres qui basculent un peu sur d'autres façons de voir le territoire. De la même manière, alors je sais que c'est un peu risqué de ma part de dire ça, parce qu'on sait bien le coût élevé du logement est bien sûr un problème dans les métropoles, mais même là, je vais essayer de trouver des contrepoints. Donc bien sûr, le coût du logement a augmenté depuis le début des années 2000 sans aucune proportion avec les revenus des ménages, conduisant à ce que la part du budget des franciliens consacrée à se loger ne cesse d'augmenter. Bien sûr, on voit que le parc locatif ordinaire recule dans le cœur de la métropole, à la fois parce qu'il est capté par de la propriété, par des usages saisonniers, par d'autres types d'usages, et qu'on a une difficulté de mobilité, enfin d'accueil de la mobilité dans le parc locatif en recul. On voit bien les enjeux d'accès à la propriété qui peuvent contraindre les ménages des catégories intermédiaires et modestes à s'éloigner, ou encore tout ce que disent les entreprises sur leurs difficultés de recrutement d'un certain type de poste. Donc loin de moi l'idée de nier cette situation, mais je voudrais quand même mettre là aussi un point de contraste, c'est que si on regarde la part des ménages franciliens, on est à 48% de ménages propriétaires occupants, il n'était que 35% au début des années 70, donc il y a eu un phénomène d'accès à la propriété qui a aussi été massif dans la région, et que si on compare cette part de propriété aux grandes agglomérations nationales de plus de 200 000 habitants, on est dans un niveau d'accès à la propriété qui reste comparable. Parmi ces propriétaires, 30% sont aujourd'hui sans charge de remboursement, un tout petit peu moins qu'à l'échelle nationale, mais pas encore de manière radicalement différente. Et puis on a aussi cette offre sociale régionale très importante, qui est la plus importante. 26% du parc social français est dans la région, ce qui offre un amortisseur très important sur la capacité de certaines catégories à se maintenir dans cette métropole et à bénéficier de ses atouts. Et puis si on compare le Grand Paris aux métropoles régionales, on voit que si on considère l'Île-de-France comme un bassin d'habitat,
La diversité des prix qui va de 3 000 à 6 000 euros en moyenne, si on prend le premier quartile au troisième quartile en Ile-de-France, est assez comparable, plus comparable qu'il n'y paraît, aux espaces des métropoles régionales, et que par exemple les prix à Bordeaux sont comparables à ceux qu'on trouve à Ivry ou à Clamart. Je prends des exemples un peu pour illustrer la diversité des possibles dans la métropole qui doit, enfin là, il faut sortir du portrait unique qui est toujours présenté. Et par ailleurs, dans le cahier qui vient de sortir, il y a eu un travail sur des comparaisons de marché immobilier à l'échelle internationale. On voit que l'effort financier des acquéreurs de logements en Ile-de-France est encore modéré, en tout cas dans le jeu des métropoles internationales, par rapport à des métropoles comme Londres, New York, Pékin, Hong Kong, Shanghai. Donc en fait, si on regarde la question de la qualité de vie, bien sûr, c'est une question finalement sociale qui est de voir quelle est la capacité des ménages à avoir un choix résidentiel, un compromis résidentiel acceptable entre le choix du logement que je peux opérer, la distance et les contraintes quotidiennes que ce choix de logement inclut. Mais on regarde en fait, on est dans un marché tendu, fortement hiérarchisé, mais dans un territoire hyper connecté. On voit qu'il y a une grande diversité de possibilités résidentielles, que des aspirations sont encore tout à fait liées au profil des individus, entre des jeunes qui peuvent accepter de renoncer à une surface de logement, mais pour être connectés aux grandes polarités de proximité, aux compromis que l'on peut faire pour accéder à une maison. Et finalement, l'enjeu, un des enjeux, c'est la capacité d'ajustement quotidienne que peuvent avoir les ménages. Et des études qu'on a faites montrent que celle-ci est très inégale entre le cadre qui va pouvoir ajuster ses horaires, profiter d'un peu de télétravail, et certaines catégories de population sur lesquelles pèsent les plus fortes contraintes, que l'on retrouve aussi dans les territoires avec les aménités les moindres. On a fait une étude qui montre que les territoires les plus pollués sont aussi ceux où la part des ménages modestes, bon, c'est un peu des choses qui peuvent sembler assez faciles à identifier par rapport à la hiérarchie du marché immobilier, mais c'est juste pour donner une vision plus contrastée. Et puis, autre manière de prendre un contrepoint, si on regarde ce que disent les Franciliens sur « vous plaisez-vous dans votre espace de vie de proximité », 92% des Franciliens disent se plaire dans leur espace. Et quand on regarde les chiffres pour les jeunes, pour les habitants des centralités et du pavillonnaire, on est à des taux de satisfaction tout à fait comparables à ce qui se passe ailleurs en France. Et ça pose la question d'un type d'espace que montrent les enquêtes, c'est les espaces de grands ensembles, très représentés en Ile-de-France, qui viennent faire baisser la moyenne de la satisfaction, mais qui là encore sont liés à un type d'habitat et à une forme de concentration. Enfin, donc c'est pour essayer d'avoir une vision plus fractale un peu de la situation. Et donc l'enjeu, c'est comment demain faire que ce compromis résidentiel métropolitain soit encore possible pour les ménages. Comment faire quand les aspirations écologiques vont peut-être faire que les jeunes ménages vont faire d'autres choix résidentiels, quand la question du logement, là, pour les jeunes, pour la question de la fracture générationnelle dans l'accès au logement et la fracture des familles, peut remettre en cause ce qui jusqu'à présent faisait que opportunité et contrainte s'équilibraient finalement pour beaucoup. Merci. Donc face à ce constat qui vient d'être dressé, des projets, des réflexions sont engagées, notamment portées par le Forum métropolitain. On a sélectionné, pour être concis, 5 projets qui contribuent, il nous semble en tout cas, à la réduction des inégalités et à la fois à augmenter les atouts du vivre dans le Grand Paris. Donc, pour commencer, bien évidemment, la question de la mobilité, des transports, la question de la qualité des transports, notamment collectifs, qui n'est pas homogène dans l'ensemble du Grand Paris. Avec, évidemment, c'est lié à la question de la densité. On souhaitait rappeler qu'il y avait quand même le pass Navigo à tarif unique, qui finalement a été mis en place en 2015 de mémoire, qui aussi a contribué à une forme quelque part de mobilité sociale. Ça a permis, par exemple, à ceux qui étaient dans la zone 5, d'avoir un tarif qui est bien moindre pour faire métropole et traverser dans le Grand Paris avec un tarif moindre. Donc les prolongements de métro, mais aussi les prolongements de RER, et bien évidemment le Grand Paris, c'est ce qui figure sur cette image, vont contribuer à augmenter l'accessibilité, à faciliter les emplois.
On a mis, c'est dans le cadre de l'Observatoire du quartier de gare que l'atelier mène avec donc la Société du Grand Paris, la DRIEA, la carte de Clichy-Montfermeil, qui permet de montrer, c'est la tache rose, l'augmentation des emplois qui vont devenir accessibles en moins de 45 minutes depuis cette gare. C'est plus 990%. On aurait pu prendre l'exemple de Vitry-Centre également, qui va permettre d'avoir une accessibilité très augmentée. Sur cette accessibilité, on voit aussi qu'il y a plus de 54% des gares qui desservent des quartiers NPNRU. Donc c'est aussi tout le sujet du désenclavement de ces quartiers qui est important et qui a mené également avec le rabattement, notamment de la Grande Couronne. Sur la question de la mobilité, on souhaitait mettre en avant évidemment l'optimisation du réseau autoroutier qui est à l'étude, et c'est tout l'objet justement du travail qui a été piloté par le Forum métropolitain dans le cadre de la consultation internationale. 4 équipes ont planché sur les 4 enjeux qui avaient été mis dans le cahier des charges, qui était d'améliorer le fonctionnement du réseau autoroutier, réduire les externalités négatives, leur insertion urbaine et travailler le modèle. Ce qui est assez intéressant, c'est que les 4 équipes ont toutes souligné l'intérêt de rendre plus perméable à la fois le système autoroutier qui est géré par certaines institutions et collectivités, et mieux imbriquer le système autoroutier et le système des transports collectifs en dédiant une voie dédiée et tout un réseau collectif qui permettrait aussi d'avoir du service à la demande, y compris dans des zones moins denses du Grand Paris. Troisièmement, donc le troisième point qu'on voulait souligner, c'est aussi l'inégalité de l'exposition à la pollution de l'air, puisque comme on le voit, c'est un petit peu une image inversée par rapport à la situation précédente, c'est-à-dire que c'est le cœur de l'agglomération qui est pollué, avec plus d'1 million de franciliens qui sont exposés à des valeurs limites qui sont au-dessus de ce qui est autorisé. Et on voit bien que la question de l'amélioration de la pollution de l'air est aujourd'hui à la fois un enjeu de santé publique, mais aussi de l'attractivité du Grand Paris. C'est souvent un sujet qui est mené, c'est un sujet qui est de mieux en mieux documenté, c'est un sujet sur lequel des solutions commencent à s'esquisser à l'échelle métropolitaine. Ce matin, à la première table ronde, était évoqué l'outil de la ZFE. Mais il y a d'autres sujets, évidemment, qui nécessitent une réflexion à l'échelle du Grand Paris. Le 4e point concerne la question de la densité et de la diversité des équipements. C'est quand même le grand atout d'une grande métropole. Si on habite en métropole et qu'on apprécie de vivre dans la métropole, c'est aussi la qualité, la densité, la richesse des équipements, qu'ils soient universitaires, les équipements de santé, tout type de services qui sont accessibles. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus du concept de la ville du quart d'heure. À Copenhague, ils vont même plus loin, puisqu'ils parlent de The 5 Minutes City. On voit bien que beaucoup de métropoles travaillent sur cette proximité, sur le fait d'essayer de réinventer une proximité à travers des nouveaux lieux de service qui sont à la fois portés par des acteurs publics, mais aussi avec des nouvelles formes de partenariats qui se montent, privés et publics. On le voit par exemple avec les appels à projets, les réinventer, et puis aussi surtout qui sont portés par des initiatives citoyennes qui sont de plus en plus importantes. Dans le Grand Paris, on voit que les citoyens ont envie de contribuer et de participer à la fabrication de la ville. Donc c'est aussi comment on peut aller au-delà dans la coproduction sur certains projets, dans de la cogestion qui concerne à la fois les équipements, mais aussi des formes d'emploi, avec évidemment l'économie sociale et solidaire qui prend une place plus importante aujourd'hui dans le Grand Paris. Et pour finir, sur cette dernière image, le Grand Paris, c'est aussi rendre accessible l'ensemble du patrimoine,
qui est une grande richesse, le patrimoine à la fois bâti, le patrimoine paysager, et pas uniquement celui de la ville Lumière. C'est pour ça qu'on a mis la carte donc, qui se trouve en bas à gauche. La Pure a mis en ligne en open data les 38 000 immeubles et sites du patrimoine. On voit là cette très grande richesse qui est parfois méconnue sur certains secteurs. Et puis en parallèle, le Grand Paris, c'est aussi pour demain travailler toute la question de la place de la nature, d'offrir des espaces de respiration qui sont aujourd'hui très demandés, très plébiscités, à la fois sous sa forme productive, ça a été évoqué dans la table ronde numéro 2 ce matin, mais aussi dans sa fonction rafraîchissante, avec toute la question de la place de l'eau. On doit pouvoir aller au-delà. Aujourd'hui, c'est 3% du territoire qui est concerné. Et on voit que l'enjeu, le réchauffement climatique, fait qu'aujourd'hui, on a évidemment des projets qui doivent s'amplifier pour mieux préserver, mieux valoriser et aussi encourager, mieux partager le patrimoine et ses ressources qui tout simplement en fait, font partie de l'histoire et de la géographie commune. Merci infiniment, merci pour ce cadrage à l'IAU, enfin on dit plus l'IAU d'ailleurs, donc l'Institut Paris Région et la Pure. Daniel Béard, monsieur Vigier, il faisait référence, vous avez mené il y a 3 ans donc, tout un travail sur les contradictions, notamment entre la condition et les promesses, enfin entre les promesses et les résultats des promesses. Un travail sur la condition métropolitaine, j'arrive pas à le dire adroitement. Est-ce que vous pouvez nous en retracer les grandes lignes et puis peut-être nous dire comment cette vision évolue au fil des années ? Oui, moi je repartirais de ce qu'a dit Anne-Claire Davy, c'est-à-dire qu'on est, elle a raison de souligner que c'est pas simplement la question de la région Île-de-France et des difficultés d'y vivre, on est dans une question qui est une question métropolitaine. C'est-à-dire dans toutes les métropoles dans le monde, il me semble qu'on est confronté, on est dans une situation un peu biface, paradoxale. Et en effet, la première face, la face positive, et je trouve que c'était intéressant là, de la mettre en avant, c'est que être métropolitain, c'est une promesse. Et la promesse métropolitaine, c'est tout ce qui a été présenté. C'est le versant positif de la médaille. C'est-à-dire que c'est l'ouverture des possibles et l'ouverture des opportunités pour aller vite. Et que ce soit en termes de promotion sociale, en termes d'accès aux équipements, à l'université, à l'enseignement, à la culture, etc. On sait bien qu'il y a toute une série d'aspects où, en effet, il y a une promesse métropolitaine. Et pour résumer, c'est ce qui fait qu'on y vient. Et que les flux d'arrivée sont toujours présents, même si vous semblez dire qu'il y a aujourd'hui peut-être un fléchissement. Mais en même temps, il y a l'autre face de la médaille. Et l'autre face de la médaille, moi je dirais, c'est pas simplement que les conditions de vie sont médiocres et qu'il faudrait donc les améliorer. Ça veut dire qu'il ne faut pas les améliorer, mais il suffirait de les améliorer, d'améliorer les conditions de logement, de transport, etc., pour gommer cette seconde face de la médaille. La seconde face de la médaille, c'est le fait que c'est l'envers de la promesse d'attractivité, d'opportunité. C'est parce que c'est attractif et qu'il y a plein d'opportunités, d'une certaine manière, la vie en métropole, c'est une vie, alors je vais le dire pas de manière café du commerce, c'est très stressant de vivre en métropole. C'est-à-dire que c'est la concurrence permanente. Une expression de sociologue, moi je dirais, c'est la lutte des places. C'est la lutte des places. Et la lutte des places, elle est dans les prix du logement, elle est dans les conditions de transport, mais elle n'est pas que là-dedans. Elle est dans la vie quotidienne et dans la carrière des individus et des ménages. Et donc du coup, moi je voudrais insister là-dessus, c'est que les deux faces marchent ensemble. C'est-à-dire que plus la métropole est attractive, parce qu'elle offre des opportunités, plus en même temps, elle est sélective, difficile à vivre, etc. C'est-à-dire que c'est ça ce qui fait la différence entre la métropole et les autres territoires, ou même la métropole aujourd'hui et l'agglomération parisienne il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que pourquoi finalement les conditions de vie, on pouvait davantage les améliorer ?
parce qu'il y avait moins d'attractivité de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand, d'une certaine manière, quand, je ne sais pas, dans la banlieue rouge, pour le prendre comme ça de manière un peu symbolique, quand dans la banlieue rouge, on avait des pauvres, mais les pauvres, on savait, je dirais, les insérer parce que, d'une certaine manière, c'était un stock. Aujourd'hui, on voit bien que la métropole ou la métropolisation, c'est l'arrivée permanente. C'est l'image que dans d'autres études que j'avais faites précédemment, on avait parlé, quand on parlait de la Seine-Saint-Denis, on disait la Seine-Saint-Denis, c'est de plus en plus un sas. Et vous l'avez reprise, cette notion de sas, là, tout à l'heure. Hein. La métropole, c'est globalement un sas. Et donc, c'est son attractivité qui fait qu'en permanence, elle est, du coup, facteur de ségrégation, facteur de sélectivité, etc. C'est parce que la métropole est attractive, parce qu'elle offre du choix, mais parce qu'elle offre du choix, elle accroît la lutte des places et la concurrence entre les individus et les territoires, évidemment. Et donc, il me semble que, du coup, là où ça interroge l'action publique, c'est que, alors je vais le dire de manière un peu provocatrice, on est 10 ans, enfin je ne sais pas si c'est 10 ans, certains comptent plus, moins, peu importe, mais ça fait un moment quand même que tout le monde là ici travaille sur le Grand Paris. Moi, j'en ai un peu assez, si vous voulez, face à ces questions-là, de cette espèce de petite musique rhétorique dont tout le monde se satisfait en disant il faut une métropole attractive et inclusive et durable, etc. Comme si, en ouvrant comme ça hein, tous les chapitres, on allait résoudre les problèmes. Non, justement, c'est pas, il ne faut pas faire un peu d'économique pour être attractif, un peu de social pour être inclusif. Il faut prendre conscience que c'est contradictoire et que la question, et c'est pour ça qu'on avait beaucoup parlé dans le cadre du groupe de travail du Forum métropolitain de ces contradictions métropolitaines, c'est que je pense que ça doit interpeller les acteurs et au premier chef les élus sur de nouvelles façons d'agir, de nouveaux arbitrages qu'il faut produire. Et je pense que pour moi, bon, évidemment, tous les projets pour améliorer la qualité de vie que vous avez évoqués, etc., sont absolument nécessaires, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut inventer d'autres politiques publiques. Pour moi, les deux mots-clés, ça serait davantage protection et régulation. C'est-à-dire que si on veut calmer le jeu métropolitain, d'une certaine manière, tout en sachant que ça sera toujours ces contradictions, il faut une action publique métropolitaine qui soit davantage dans la régulation de ces marchés, la régulation de cette lutte des places, pour reprendre cette image, et deuxièmement, on a beaucoup parlé d'une Europe protectrice, qu'une Europe qui protège. Moi, je pense une métropole qui protège, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Parce qu'on est, encore une fois, dans une métropole qui, au contraire, déstabilise, rend l'incertitude est le propre de la condition métropolitaine. Et donc, comment on essaye de réduire l'incertitude ? Alors, vous venez d'écrire un article avec Philippe Estève dans un ouvrage publié par la Société du Grand Paris elle-même, qui tente à montrer, en scénarisant l'impact futur du Grand Paris Express, que contrairement un petit peu à ce que montrait le travail de Patricia Pelloux, ipso facto, ça ne va pas réduire les inégalités, ça risque même, vous l'affirmez, de les aggraver. En tout cas, moi, c'est bien la question que vous me posez, parce que c'est juste la suite de ce que j'ai dit sur incertitude. Incertitude, c'est-à-dire que moi je pense que le métro du Grand Paris aujourd'hui, on lui excès d'honneur, excès d'indignité, quoi. C'est-à-dire qu'on dit tout et son contraire, quoi. C'est-à-dire certains, de manière un peu irénique, disent bah oui, en effet, parce que le métro va irriguer en rocade, enfin l'image, hein, le double 8 depuis le début, etc. Puisque ça va desservir beaucoup de territoires. De première couronne, ça va du coup niveler les conditions de vie, etc. On sait bien, il suffit de se rappeler le métro de Paris intramuros, quoi. Je veux dire, il n'y a pas plus... Enfin, c'est une infrastructure qui couvre exhaustivement le territoire, le maillage est parfait, quoi, hein. Et il est même plutôt plus parfait à l'est qu'à l'ouest, hein. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de profondes inégalités sociales dans Paris, quoi. Si le métro avait homogénéisé la société parisienne, ça saurait, quoi, hein. Donc, excès d'honneur et puis excès d'indignité, hein. Depuis 2-3 ans, il monte une espèce de discours comme ça sur mécaniquement le métro va produire des effets d'éviction, centre-périphérie, la banlieue, etc. Enfin, première, deuxième couronne, etc. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ce qu'on a pointé en essayant de travailler avec les acteurs, etc., de comprendre ce qui était en train de se jouer, ce qu'on a pointé, c'est incertitude. Incertitude, c'est-à-dire que ça va là encore, et c'est en ça que le métro est profondément métropolitain, si je puis dire, sans jouer sur les mots. C'est-à-dire qu'il va aggraver
ce phénomène proprement métropolitain d'ouverture des possibles, pour les gens comme pour les territoires. Mais d'une part, il faut distinguer les gens et les territoires, c'est-à-dire que, par exemple, on peut faire une hypothèse plausible, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec les cartes, c'est que ça va améliorer, je dirais, l'accès aux aménités métropolitaines pour les gens. Est-ce que pour autant, ça va homogénéiser les territoires derrière? Pas sûr, c'est-à-dire qu'on peut avoir des effets people, comme on dit, supérieurs aux effets place, aux effets sur les lieux. Donc, le métro n'est pas mécaniquement aura des effets d'ouverture des incertitudes. Et deux, du coup, quand je disais tout à l'heure protection-régulation, moi, ce qui me frappe, c'est l'incapacité collective de se saisir de cette question-là. C'est-à-dire qu'on est globalement, je dirais, l'ensemble des acteurs, élus comme les autres, sont dans une position où, en fait, on considère que ça va avoir des effets mécaniques et que la seule question, c'est d'accompagner le métro pour en tirer le maximum de bénéfices pour ce qui nous concerne, que ce soit tel territoire ou tel type d'activité. Or, les choix sont ouverts, ça veut dire que ça pose des questions d'arbitrage territorial, et je ne voudrais pas faire directement la transition avec la prochaine table ronde, mais la question de gouvernance, mais pas au sens de mécano. Ce n'est pas qui gouverne la métropole, c'est comment on se met ensemble pour faire les arbitrages face à ces incertitudes. Est-ce que territorialement, le métro, je disais, c'est un métro de première couronne, sauf que moi, mon hypothèse, c'est qu'il va avoir aussi, c'est pas un métro de première couronne, c'est un réseau de réseaux. C'est-à-dire que ça va mettre en interconnexion tous les autres systèmes de transport. Et du coup, c'est aussi potentiellement un métro pour la deuxième couronne. La question, c'est comment la deuxième couronne va s'en saisir. Et quels vont être les choix collectifs qui vont être faits en deuxième couronne? Est-ce qu'on va laisser le marché faire? Est-ce que ça va être plutôt les gens qui vont s'en saisir et donc qui vont là aussi avoir un meilleur accès à l'offre métropolitaine? Ou est-ce qu'on va aussi jouer des cartes de complémentarité, de transformation, de mutation des territoires de deuxième couronne pour tirer parti de cette meilleure accessibilité, puisque finalement c'est les habitants de la deuxième couronne qui vont avoir le plus grand gain d'accessibilité avec ce métro. C'est pas ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils disent. Ni les présidents de département, ni François Thiraud tout à l'heure nous dira ça. Évidemment, parce que ce qu'on regarde, c'est la carte de localisation du métro. On n'a pas compris qu'en passant du métro de Christian Blanc au métro des élus, non seulement on a multiplié le nombre de gares, mais on a fait que les 3/4 des gares sont des gares d'interconnexion. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le tracé du métro, je dirais d'une certaine manière, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les 40 interconnexions. C'est-à-dire que c'est un réseau de réseaux. Ce n'est pas un métro. Alors vous aimez également, et la nuance n'est pas forcément perceptible facilement, distinguer les inégalités territoriales et les inégalités sociales. Expliquez-nous un petit peu ce que vous voulez dire. Oui. Je pense que là encore, je suis géographe, mais je trouve qu'on fait beaucoup trop de géographie actuellement en France, partout, la France périphérique, etc. Enfin, il y a une géographisation du débat politique, du débat public qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle a tendance à faire du surdéterminisme territorial. Et c'est ce que je viens de dire sur la carte du métro et ce que vous dites là, c'est-à-dire que c'est pas du tout polémique avec l'Institut Paris Région, mais les travaux que vous avez sortis, par exemple, sur la carte des inégalités géographiques, c'est-à-dire, vous l'avez remis à un moment donné, les inégalités géographiques se durcissent entre l'Est et l'Ouest de l'Île-de-France. Et puis, deuxième phénomène que vous pointez, mais qui n'était pas évoqué là aussi, c'est que derrière le durcissement des inégalités géographiques Est-Ouest, il y a aussi une espèce de fragmentation des inégalités, ce qu'on voit bien en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que de plus en plus, on va vers une métropole un peu à l'anglo-saxonne. Vous allez à Pantin, à Montreuil, à Romainville, vous tournez le coin de la rue, vous passez d'une géographie sociale à une autre. Bon, ça, c'est la géographie des disparités sociales dans l'espace. Ça ne veut pas dire pour autant que cette géographie des disparités sociales recouvre la géographie des inégalités sociales, au sens des inégalités d'accès. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand les deux se recouvrent, oui, ça fait problème. Mais ce n'est pas la même chose. Encore une fois, on peut améliorer les inégalités d'accès aux aménités métropolitaines, à l'éducation, etc., en étant dans une géographie des disparités sociales extrêmement binaire, ou durcie.
Encore une fois, si je reprends l'exemple de la banlieue rouge était, l'agglomération parisienne des années 60 était profondément ségrégée. Bon, en même temps, la Seine-Saint-Denis était capable d'avoir des politiques de promotion, d'accès à la promotion sociale, malgré les disparités géographiques. Donc, disparité sociale, disparité territoriale, je veux dire, inégalité sociale, c'est pas la même chose. Et ça requiert pas les mêmes instruments d'intervention. Et d'une certaine manière, moi j'ai tendance à dire, la question c'est les inégalités d'accès, c'est moins les disparités sociales, les disparités territoriales, excusez-moi. Merci beaucoup. François Thiraud, vous êtes donc directeur général adjoint de l'EPA Sénart, et vous travaillez depuis longtemps dans la périphérie, et vous estimez que le regard est trop souvent parisien vers la périphérie, et finalement véhicule parfois des idées assez fausses, notamment sur les itinéraires, sur la venue des grands Parisiens vers Paris. Parlez-nous-en. Plusieurs choses. Effectivement, j'ai un regard périphérique vers la métropole, de périphérie vers la métropole. De par toute mon expérience, ma vie, c'est 30 ans sur l'aménagement. Qu'est-ce que j'ai observé ? J'ai observé, et j'observe encore aujourd'hui, après que pendant plusieurs décennies, cette grande agglomération parisienne ait été sous un mouvement centrifuge, elle est devenue un petit peu centripète. On sent un retournement de situation. C'est un petit peu évident quand on regarde ça en prétole. Donc la question, c'est que quand on vit en seconde couronne, dans les secteurs dont je m'occupe, donc je veux contextualiser mon propos et être pragmatique par rapport à ça, on se fait parfois, d'une manière générale, des idées sur comment vivent les habitants ou comment travaillent les gens, ou quels sont les usagers de ces territoires, quels sont leurs usages et leurs modes de vie. La première chose que je voudrais dire, c'est que bien souvent, ces habitants, je prends un exemple, Frédéric D, 40 ans, 2 enfants, vivant maritalement, se dit, moi je vis pratiquement dans 5 ou 6 kilomètres autour de chez moi, depuis la grande périphérie, j'y fais mes courses, un peu de shopping à droite à gauche, je vais voir mon médecin, mon coiffeur, les enfants vont à l'école dans le secteur, mon mari travaille, lui un peu plus loin, à Villeneuve-Saint-Georges, puisque je suis au sud-est de la région parisienne, du côté de Sénart, et Grand Paris Sud Sénart, et moi je travaille sur Évry. Voilà. Et on est dans ce cercle-là, et elle conclut son propos en disant à la question de l'enquête, est-ce que vous allez souvent à Paris? Elle répond au maximum 5 à 6 fois par an. Donc on a là quelque chose qui est déjà du domaine d'une vie qui est propre, locale, des gens qui s'installent, qui vivent. C'est comme si je vivais un peu en province, mais je suis dans l'ère métropolitaine ou à la lisière de l'ère métropolitaine. Un autre propos, bien souvent on entend que, c'est même encore récemment, on entend que les habitants, les actifs pour travailler doivent aller à Paris tous les jours, par le RER par exemple. Aujourd'hui, que je sache, il y en a 1 sur 4 qui utilisent ce moyen de transport pour aller vers des grands pôles d'emploi qui sont sur Orly, sur Paris-Centre, Gare de Lyon ou La Défense. Les 3 autres ne prennent pas ces moyens de transport-là, vivent à 20 minutes autour de leur point de travail, là aussi, ou même 1 sur 4 travaille sur place. Donc ça veut dire que ces mouvements-là, ces déplacements-là, ces mobilités-là, puisque vous en parlez, sont très variées, très différenciantes, etc. Voilà. Donc voilà des points qui me semblent importants à comprendre. Je parlais tout à l'heure, avant de venir, pour bien comprendre ça, moi j'aime bien citer un auteur qui s'appelle Olivier Adam, qui a écrit un roman qui s'appelle Les Lisières, dans lequel il décrit par le menu la vie vue de la périphérie. Et je pense que si vous avez quelques temps pour lire, dans les prochaines vacances, jetez-vous sur ce roman, vous comprendrez mieux ce qu'est l'appartenance à ce territoire et à la vie à ce territoire. Et cette Frédéric D, il me semble que c'était une femme, telle que vous la décriviez. Oui. Frédéric D, c'est une femme. Elle est heureuse, elle est plus heureuse qu'on ne le Alors, croit. nous avons fait en 2016 une série d'enquêtes, parce qu'on fait toujours plus ou moins des enquêtes avec Place Publique et Frédéric Gilly. On a eu 200 contacts, on a fait à peu près, ils ont fait, plus que moi, des interviews. Et globalement, ce qui ressort, c'est que les gens sont heureux dans ces territoires-là. Là où ils ont un problème, ça relève de l'accessibilité
je nuancerai par rapport au propos de Daniel Béard, l'accessibilité au réseau en général. Pas qu'à la mobilité, ils ont au réseau qui sont les réseaux pour accéder à la diversité d'emplois, aux formations. C'est un problème d'accessibilité au réseau au sens large du terme. Et je veux insister sur cette question des réseaux parce que c'est un phénomène, pour le coup, métropolitain qui est planétaire. Ce n'est pas qu'un problème national ni francilien. Donc ça, c'est un vrai souci pour eux. Voilà. Mais sinon, leur indice de satisfaction est plutôt bon, globalement. Alors je veux nuancer aussi, toute la seconde couronne n'est pas dotée comme un périmètre de ville nouvelle, par exemple, ou d'ancienne ville nouvelle, parce qu'au bout de 40 ans, c'est plus tout à fait nouveau. Mais disons qu'en taux d'équipement, par exemple, public, il y a beaucoup de choses, en termes d'accompagnement, d'associatifs, etc. Il y a une vie très riche. Donc il faut aussi regarder ce contexte particulier dans lequel je me place et d'où je regarde les choses. Voilà, je tiens à le souligner. D'accord. On me dit que M. Vels, Grand Prix de l'urbanisme 2017, est en train de monter l'escalier. Donc voilà, on peut l'observer. Et alors, vous disiez sinon, Monsieur Thiraud, du coup ça me déconcentre, je vous en prie. Vous disiez quoi? Non, c'est moi qui parlais. Et du coup, vous disiez, alors ouais, voilà, vous disiez des choses alors qu'on entend très souvent de la part des présidents de conseils départementaux, que ce soit le Val d'Oise ou l'Essonne, je ne sais pas trop, mais la Seine-et-Marne, c'est-à-dire que le Grand Paris Express, on paye pour accroître la compétitivité de territoires qui nous sont concurrents. C'est donc la double peine. Les territoires sont totalement concurrents entre eux. Rester à définir ce qu'on appelle un territoire. C'est un nouveau débat qui apparaît maintenant, mais de quel territoire parle-t-on? Voilà, il faut bien... Voilà, est-ce que c'est la vision du département, la vision de l'agglomération ou des agglomérations ou d'autres encore? Double ou triple peine, ça c'est mon point de vue périphérique. Première peine, c'est au minimum, si je me souviens bien, 35 milliards d'investissements. Je dis bien au minimum parce que l'addition finale n'est pas connue. Et à mon avis, elle sera largement au-dessus. Donc c'est des investissements qui ne vont pas ailleurs. Aujourd'hui, les gens du territoire dont on s'occupe prennent le RERD, qui, même s'il y a des promesses d'amélioration, c'est aussi un territoire de promesses. Les conditions aujourd'hui d'utilisation de ces infrastructures ne sont pas très bonnes. Les gens s'en plaignent, s'en sont plaints, et Michel Bisson, je crois, qui est dans la salle, pourra souligner ce propos tout à l'heure, même s'il y a des engagements d'amélioration, mais qui prendront du temps, comme toujours, etc. Donc il y a une mobilisation importante d'argent pour faire cette infrastructure qui ne se met pas ailleurs. Alors que le réseau de transport public, le réseau des réseaux que vous soulignez, est quand même globalement pas en très bon état. Deuxièmement, ces gares promises ne sont pas si accessibles que ça depuis la Grande Couronne, pas si de manière évidente, parce que la circulation s'étant largement chargée tout à la périphérie du fait qu'on recule les phénomènes de circulation vers la périphérie, les conditions en grande périphérie deviennent compliquées. Je vous engage à voir la francilienne, moi je la pratique quotidiennement depuis 30 ans, je vous promets que ça s'est dégradé ces dernières années à vitesse grand V. Donc on a un vrai souci de ce côté-là. L'accessibilité, même au Grand Paris, je ne la sens pas tout à fait évidente à certaines heures, surtout aux heures où les gens en ont besoin d'emploi, pas évidemment le dimanche matin. Mais donc, ça, c'est une difficulté d'accès. Ces pôles-là vont devenir attractifs, donc vont attirer sur la proximité de leurs infrastructures les emplois, un certain nombre d'emplois ou d'entreprises qui sont plutôt valorisantes, donc qui vont ne pas aller chercher ailleurs ou vont donc être plus logiquement, vont s'installer là parce qu'elles y trouveront plus d'avantages et c'est tout à fait logique puisqu'elles auront accès à plus de mobilité, plus de transport, etc. Le dernier point qui me semble important à souligner, c'est qu'au-delà de ce problème de mobilisation de financement de cette question d'accessibilité, ben c'est toute une question un peu bête, c'est qu'aujourd'hui, on paye des taxes sur des projets actuels pour aider à ce financement de l'infrastructure, taxes sur la résidence bureau, taxes sur les parkings, etc., qui aujourd'hui sont déduites de l'économie des projets qu'on a et donc enlèvent de la qualité. Ces taxes ou ces montants-là pourraient être affectés, par exemple, à avoir des bâtiments de meilleure qualité au niveau de développement durable, par exemple. Alors, dernier sujet, on reparlera de tout ça, j'imagine, ça fera la transition avec l'intervention de M. Breuiller. Vous estimez que une sorte de, pas de dogme, mais de conviction qu'il faut cesser toute artificialisation des terres, compte tenu de l'effondrement de la biodiversité. Vous estimez que cette idée est une idée finalement en partie contestable ou pas forcément réaliste?
Elle vivra sa vie, on verra. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des décideurs de ce côté-là. Je ne suis pas convaincu. D'abord, première chose, nous, on a travaillé longuement ces derniers temps sur ces phénomènes de biodiversité et on s'aperçoit que, là aussi, je contextualise mon propos, la manière dont nous développons et nous aménageons l'espace, comme on le fait en seconde couronne, je dirais de manière précautionneuse, améliore le potentiel de diversité par rapport à ce qui existe. Pour une raison très simple, c'est que l'agriculture actuelle est une agriculture mortifère pour les sols et qu'à partir du moment où on la remplace par de l'eau, par des strates herbacées, des strates arborées ou des strates arbustives, on finit par améliorer les conditions et le potentiel de manière sensible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude qu'on a fait récemment avec le Muséum d'histoire naturelle. Ça, c'est la première chose. Mais à la limite, la non-artificialisation des sols ne résoudra rien, parce que d'abord, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Et d'autre part, je pense qu'on ne peut pas arrêter le système comme ça. Et je m'interroge sur le fait que des postures nationales sur cette question de l'artificialisation des sols, qui ont été même soulignées par des études mandatées par le gouvernement lui-même, amènent à des solutions générales. Il faut arrêter l'artificialisation des sols, alors que les grandes métropoles parisiennes, lyonnaises, rennaises par exemple, pour ne citer qu'elles, n'ont pas de problème par rapport à cette question-là. Si on regarde l'artificialisation des sols aujourd'hui, majoritairement, elle se situe ailleurs en province. Vous regardez les cartes du Massif central, c'est sidérant de voir à quel point ces cartes sont publiées dans un rapport du Comité pour l'énergie, pour l'économie verte, qui a rendu un rapport à la demande de Nicolas Hulot et de Bruno Le Maire à la fin de l'année 2018, il y a des cartes qui sont absolument incroyables, qui vous montrent le contraste entre là où s'est passée la croissance pendant les 10 dernières années et là où l'étalement urbain a eu lieu. Les grandes métropoles sont assez vertueuses, dont la région Île-de-France. Donc pourquoi tirer des règles comme ça générales, zéro artificialisation ? Je souscris à ce qu'a dit Daniel Béard, réunissons-nous, parlons-en, essayons de parler objectivement, mais arrêtons ces espèces d'anathèmes, je dirais, qu'on lance comme ça. Voilà, c'est comme cette défense des agriculteurs. Je dis souvent sur ton, je déteste les agriculteurs, j'adore les paysans. L'agriculture qui est fabriquée en Seine-et-Marne est une agriculture aujourd'hui industrielle qui épuise les sols. Quand on fait un sondage de sol, à moins 40 mètres, on trouve de l'azote. On a des châteaux d'eau dans lesquels l'eau est impropre à la consommation des femmes enceintes et des enfants. Donc tous ces problèmes-là, sur l'écologie générale, on n'en parle pas trop, quoi. On les met un peu sous le tapis. Alors parlons-en justement avec vous, Daniel Breuiller. Vous me disiez que vous déploriez un petit peu qu'il n'y ait pas une table ronde lors de cet anniversaire du forum qui soit entièrement consacrée à cette question. Mais comme je vous le faisais remarquer, on en parle finalement beaucoup naturellement puisque c'est le sujet du jour, la transition écologique. Mais, si vous voulez, moi je pense que la crise climatique est un des éléments qui va le plus bouleverser la construction de la ville dans les années d'ores et déjà et dans les années futures. Une remarque à mon voisin de gauche, c'est pas parce que l'agriculture industrialisée, monoculture et avec beaucoup d'intrants chimiques a des effets délétères qu'on doit décider que les terres allouées à la production agricole doivent devenir allouées à l'extension des villes. On doit peut-être se demander comment effectivement ces terres agricoles d'ailleurs renouent dans un pacte alimentaire avec la métropole plutôt que d'être envoyées pour... Voilà, non, mais c'est sur ce débat, je trouve qu'effectivement il faut qu'on se pose des questions. Alors, la présentation que vous avez faite des aménités, moi je présente souvent les sujets de nature en ville comme ça. Métropole du Grand Paris, 26% du PIB national, des universités, un niveau de recherche inouï. Et pourtant, plus de 80% des cadres veulent partir. Ça ne veut pas dire qu'ils partiront, heureusement d'ailleurs, mais c'est quand même un sujet pour mes camarades qui pensent beaucoup en termes d'attractivité. Moi, comme Brauzek, je préfère le terme de rayonnement à celui d'attractivité pour la métropole, doivent se poser une question. Parce que les 3/4 des habitants de ma commune, j'étais maire d'Arcueil pendant 20 ans, n'ont pas de choix de mobilité.
Ils sont assignés à résidence, en gros, là où ils peuvent, là où le montant des loyers leur est accessible, etc. Mais les cadres ont un choix de mobilité. Et je constate, pour ma part, que les métropoles régionales semblent aujourd'hui plus attractives. Et le nombre de jeunes trentenaires, je travaille à la métropole sur les sujets d'agriculture urbaine. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une idée de la société qu'ils veulent bâtir, qui travaillent là-dessus, mais qui quand même se disent, mais moi, même en voulant continuer à investir à Paris, à innover dans l'agriculture ou dans d'autres sujets, je crois que je ne pourrais pas y rester. Quand le mètre carré moyen est à 10 000 € du mètre carré, on constate d'ailleurs que les habitants s'en vont. Donc du coup, ces projets, qu'ils soient d'agriculture urbaine ou d'artisanat, comme on voyait ce matin, quelle est leur destinée demain dans Paris s'il n'y a pas des politiques publiques? Donc, première remarque, la crise climatique est si grave que c'est une formidable bonne nouvelle. On va être obligé de modifier la façon dont nous réfléchissons. Deuxième sujet sur cette question de la volonté de départ, quand on questionne les gens, le premier sujet, c'est la nature. Alors, Allais avait dit qu'il faudrait mettre les villes à la campagne, ce serait la meilleure réponse possible au fond. Il n'avait pas totalement tort. Moi, je prône l'idée qu'un nouveau contrat, une nouvelle intimité est possible entre l'urbanité dense, qui est la condition des aménités, des services rendus, etc., et une plus grande présence de la nature. Deuxième item que je voudrais évoquer, le fait qu'il n'y a pas de pensée de la métropole s'il n'y a pas une pensée de la complémentarité entre la métropole et les territoires, les métropoles d'ailleurs, et les territoires qui les environnent. La métropole du Grand Paris, c'est 2% d'autosuffisance alimentaire. On a quand même consommé 2000 hectares de pleine terre dans les 20 dernières années sur le périmètre de la métropole du Grand Paris. On a un plan climat qui dit qu'on doit regagner 2000 hectares de pleine terre ou de coefficient de biotope, de toitures plantées, etc., dans les années à venir. Mais notre plan climat vise 5% d'autosuffisance alimentaire. Si on y arrive, je suis heureux. Mais il manquera encore 95%. Même chose sur l'énergie. Aujourd'hui, 5% de production énergétique issue du territoire, essentiellement par la géothermie, un tout petit peu par le solaire. Donc de toute façon, notre lien en tant que territoire, notre capacité à aller vers la neutralité carbone suppose aussi de la coopération avec les territoires qui nous environnent pour des gestions éventuellement de méthanisation, pour des gestions de production de coopératives solaires ou éoliennes, pour des questions de protection de la ressource en eau. La métropole du Grand Paris, si puissante, si attractive, si rayonnante, a quand même connu 2 inondations majeures dans les 4 années qui nous ont vu exister. Nous sommes en train de négocier avec des agriculteurs une convention pour plutôt noyer des terres agricoles plutôt que la métropole elle-même, et ça se comprend quand on voit le coût d'une inondation. Mais pour ma part, je dois vous dire, je ne trouve légitime une telle convention qu'à 2 conditions. La première, c'est de rémunérer correctement le fait d'anéantir le travail d'un agriculteur. Et la deuxième, c'est aussi de désimperméabiliser chez nous les sols pour ne pas leur demander à eux de porter une responsabilité que nous-mêmes, nous ne portons pas en continuant à imperméabiliser des sols, à renvoyer des quantités et dans des flux très rapides d'eau dans les épisodes pluviométriques intenses. Voilà. Donc, j'ai écrit un texte qui disait « La métropole demain sera verte ou invivable ». Je le crois très profondément. Moi, je suis comme Gramsci, j'ai le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Je crois à la volonté politique, donc je pense personne ne souhaite qu'elle soit invivable. Il faut donc qu'elle soit agréable à vivre. Et agréable à vivre, ça suppose, à mon avis, 2 sujets majeurs. Un sur lequel je n'interviens pas, mais je rêverais de le faire, qui est la question des inégalités sociales et territoriales. Comme M. Béard, je ne crois pas que le métro résoudra les problèmes d'inégalité, pas plus qu'il les a résolus dans Paris, je n'y crois pas. Et donc il y a besoin d'une volonté politique pour résoudre ces questions d'inégalité. Et je dois dire que le métro tout seul, plus la main invisible du marché, ça va même plutôt accroître les inégalités que les réduire. Donc où est la volonté politique pour faire ça? Deuxièmement, face à la crise climatique, on ne peut plus bâtir des villes où vous avez des îlots de surchaleur urbaine. On a eu 43 degrés à Paris cet été. Pour la première fois, nous avons fermé des écoles dans nos villes au mois de juin. Mais ça n'est que la première fois.
nous allons devoir demain prendre des mesures parce que le risque de canicule au mois de juin ne va cesser de s'accroître dans les années qui viennent. Et donc, soit on a des réponses individuelles qui sont d'installer des climatiseurs, des salles climatisées qui vont renvoyer un tout petit peu plus de chaleur encore en ville, avoir des nuits encore plus insupportables et des écarts de température encore plus faibles entre le jour et la nuit. Soit nous prenons à bras-le-corps notre propre destinée et nous décidons de renaturer cette métropole, d'accepter d'utiliser une innovation technologique que j'ai présentée un jour à la Sorbonne dans une réunion avec des étudiants inouïs, qui capte du CO2, qui absorbe à peu près 10% des microparticules, qui absorbe l'eau et qui limite les inondations. Ça s'appelle des arbres. Bon, c'est quand même une innovation de très haute technologie, mais on a oublié dans la construction de la ville dans les années 50, 60, 70. Au fond, la nature était plutôt un truc à domestiquer, voire à combattre. Même nos concitoyens, quand on a commencé à se passer de pesticides dans les villes, tous les maires se sont fait accrocher parce que des herbes folles poussaient le long des trottoirs. Eh bien, nous avons une ardente nécessité de retrouver un équilibre entre la nature et l'urbanité. C'est possible, à une condition qui est la densité également, mais c'est tout à fait possible de le faire, et c'est peut-être aussi une façon pour la métropole de renouer un lien avec les territoires qui l'environnent, pour ne plus être vécu comme la métropole des riches, des égoïsmes entre eux, mais aussi comme, au fond, un élément d'une dynamique territoriale qui soutient les paysans plutôt que les agriculteurs qui l'environnent, qui soutient les territoires qui l'environnent, qui négocie avec les villes qui l'environnent pour éviter que tout le monde prenne sa voiture pour venir de Seine-et-Marne travailler dans les zones d'emploi métropolitaines. Voilà, il y a là un champ d'investigation formidable que la crise climatique va nous obliger à réellement creuser, donc vive la crise. D'un mot, puisque le temps tourne, où en êtes-vous, votre proposition de créer une taxe de X% sur comme il y a le 1% artistique, mais c'était un 1% vert sur la construction? Oui, je disais, la nature rend des services inouïs, mais elle a un inconvénient, elle ne paye pas de droit à construire. Et du coup, aujourd'hui, dans la métropole, elle perd presque tous les arbitrages. Le maire que je suis sait très bien, si un promoteur vous dit bon, je vous donne 500 000 ou 1 million de plus de droits à construire, mais il faut étendre un petit peu la constructibilité. Quand vous avez une crèche à financer ou une école à rénover, vous êtes assez tenté. Et donc, on se dit toujours qu'au fond, l'espace vert, la trame verte, les autoroutes, le Forum a travaillé sur les autoroutes, ce sont les premiers corridors écologiques. Mais c'est aussi des endroits que tous les promoteurs regardent avec des appétits très importants, parce que lorsque les véhicules seront moins polluants et la circulation moins bruyante, regardez tous ces espaces à bâtir. Eh bien, peut-être qu'il faut les penser comme des espaces à renaturer, sur lesquels il faut renforcer. Donc, j'ai obtenu, grâce à l'appui du président Ollier, que nous élaborions et signions une charte de la métropole nature, qui dit, en gros, tous ceux qui s'y engagent, que la métropole sera demain plus verte qu'aujourd'hui. La question de la taxe, elle me paraît tout à fait nécessaire. Les privés fabriquent la ville beaucoup plus que le public. Et donc, moi j'en ai parlé, je m'attendais à recevoir des cailloux. Je proposais que 5% du montant de toute opération soit obligatoirement consacré à renaturer, par la préservation de la pleine terre au sol, éventuellement par des toitures plantées ou par des façades végétalisées. En tous les cas, des objectifs de renaturation, si possible aussi interconnectés entre eux, parce que les trames ont beaucoup d'importance. Je m'attendais à recevoir des pierres de la part des promoteurs. Eh bien, je suis invité chez beaucoup d'entre eux pour discuter de ce sujet avec eux, parce qu'ils ont compris aussi qu'au fond, leur propre développement demain dans la métropole suppose que cette métropole soit vivable et que du coup, cet enjeu de la place de la nature, de la qualité de vie, de la qualité de l'air, des écarts de température acceptables puissent être traités. Et puis, je suis sûr qu'ils feront autant de business avec 5% de nature qu'ils en feront avec 1% de nature. Voilà, donc c'est un sujet. Ce sera un sujet d'inégalité, je termine par là. Ce sera aussi un sujet d'inégalité sociale ou territoriale. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le promoteur qui construit au bord du parc Montsouris, du bois de Vincennes, vend à ses acquéreurs la valeur du bois ou la valeur du parc.
et c'était juste la puissance publique qui les finançait, il me paraît assez logique que les investisseurs privés contribuent aussi à construire une ville résiliente et donc contribuent financièrement à cette résilience. Très bien. Siem Abchi, vous êtes directrice des activités au sein de l'association Aurore. Vous opérez notamment les grands voisins. Enfin, vous êtes à l'origine, vous allez nous le dire, des grands voisins. Et sans aucune envie d'être désobligeant avec Daniel Béard, pour vous, la lutte des places, c'est carrément la lutte des places d'hébergement, quoi. Et puis il y a des liens en fait entre cette lutte des places qu'il décrivait, entre les catégories sociales, entre les métropolitains de la classe moyenne. Elle se répercute sur les métropolitains déclassés que vous accueillez et pour lesquels vous promouvez l'idée que l'urbanisme transitoire peut être une partie de la solution, notamment parce qu'il est facteur de liens et pas seulement de charité. Oui, tout à fait. Vous avez résumé ce que je voulais dire. Oui, on ne peut pas faire la ville ni la métropole sans les gens qui la composent, donc il y a les habitants. Puis parmi ces habitants, il y a aussi des habitants qui, pour des questions de rupture familiale, souvent familiale, hein, avant la rupture, la perte d'un emploi ou la perte d'un logement, il y a d'abord la rupture familiale. C'est l'enseignement que j'ai eu depuis plusieurs années que je travaille pour cette association, depuis 2013. Et c'est étonnant, mais c'est la réalité. La solidarité familiale, qui était un de nos piliers sur lequel notre État-providence, pas encore utilisé ce mot, était structuré, ne fonctionne plus. L'emploi non plus. Et la majorité de ces personnes sont souvent, ont perdu la capacité du lien suite à une rupture, et souvent une rupture familiale. Qu'on pense aux femmes, mais aussi aux hommes, qui se retrouvent dans une situation où sans ces liens, et ça peut nous arriver, on peut tous perdre cette capacité du lien. Nous avons, vous pensez, réfléchissez, il faut au minimum 5 liens. Ça s'appelle des filets de sécurité. Alors il y a le professionnel, le monde professionnel, il y a la famille, il y a les amis. Puis si petit à petit, psychiquement, vous vous isolez, vous allez voir que assez vite, ces liens peuvent disparaître et on peut perdre cette capacité. Et c'est comme ça que beaucoup de nos concitoyens, qui vivent d'ailleurs et qui vivaient dans la région, se retrouvent dans une situation de grande précarité, d'exclusion, voire vous ne les voyez plus dans le métro, ils sont dans la rue. Voilà. Ils viennent aussi d'autres villes, d'autres métropoles, parce que je voudrais à la fois dire ce qui ne va pas, mais aussi dire que nous avons la chance quand même à Paris et en région parisienne d'avoir un système sur lequel nous avons travaillé depuis des années qui nous permet d'identifier aujourd'hui les places vacantes pour héberger. Donc il y a tout un réseau qui existe entre, ça s'appelle le SIAO Urgence, donc ce qui est porté par le SAMU social, et puis les opérateurs de l'État, donc l'association Aurore, qui existe depuis 150 ans, qui travaille de manière assez discrète, à la fois dans l'insertion, l'hébergement de femmes victimes de violences, de grands toxicomanes et de personnes qui ont des troubles psychiques. Il y en a d'autres, nous sommes nombreux, il y a Emmaüs, voilà. Et donc c'est une organisation qui est assez unique, que nous avons en région, qu'il faudrait d'ailleurs exporter dans d'autres métropoles, parce que ce qui explique que beaucoup de grands pauvres, et puis aussi des personnes qui sont en exil, remontent sur Paris, puisque notre pays est très centralisé. Les actifs viennent à Paris, il y a l'attractivité, elle est pour les actifs, mais elle est aussi pour ceux qui cherchent des solutions, de l'aide, et donc le pouvoir est ici. Donc on vient là. Donc ce maillage, il existe d'organisation, de solidarité et de visibilité des places. Malheureusement, l'attention des places, elle existe aussi dans le domaine qui concerne l'hébergement d'urgence, mais aussi les résidences sociales, pensions de famille pour les personnes les plus précaires, aussi les plus âgées. Et c'est pour cela que dans ce contexte de tension des places, qui était à une époque résolu en tout cas on tentait de le résoudre par l'hôtel social, donc qui coûte très cher. C'est très très cher les hôtels sociaux et ça ne répond pas à l'accompagnement que ces personnes doivent avoir. Et donc par l'occupation temporaire d'espaces et de locaux vides, les grands voisins, c'est 3 hectares
3 hectares, c'est l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui a été mis à disposition par les hôpitaux de Paris, donc la PHP. Et donc nous y sommes depuis 2014. Et dans cet espace, nous avons de l'hébergement d'urgence, nous avons des places d'hébergement pour les femmes victimes de violences, nous avons un accueil de jour pour des personnes migrantes en demandeurs d'asile, mais nous avons aussi d'autres occupants que j'appelle tiers aidants, qui sont des artistes, des travailleurs précaires, des micro-entrepreneurs, des micro-start-up. Beaucoup d'entre elles travaillent sur les questions écologiques, le recyclage. Voilà, et nous sommes des voisins aussi, d'autres voisins du 14e qui viennent régulièrement, et puis des Parisiens. Il y a une visite assez incroyable, hein, je veux dire, le nombre de passages, le nombre de personnes qui viennent là, c'est assez considérable. On a été un peu dépassé par le succès d'ailleurs du lieu, qui nous a beaucoup posé question. Nous qui sommes beaucoup plus discrets, on a été dépassés. Ce que je voulais dire, c'est que fabriquer la ville, oui, les personnes, vous l'avez souligné, il y a aujourd'hui un besoin de nos concitoyens de fabriquer la ville. La mise en commun de nos vulnérabilités dans ce type d'espace nous permet de fabriquer du commun. Parce que fabriquer la ville, c'est fabriquer du commun. Et je pense que dans ce temps-là, puisque nous allons fermer, nous arrivons et nous avons une convention tripartite en général, puisque l'État finance, le bailleur, là c'est la PHP, mais ça peut être aussi un bailleur privé, ça peut être la CPAM, ça peut être un ancien garage Citroën. Nous ouvrons là dans le 8e arrondissement avec la caisse de retraite des professions libérales, donc c'est du privé. Donc on nous fait de plus en plus confiance parce qu'on ouvre, on ferme et on remet les locaux en l'état, qui sont chauffés, dont on s'occupe. Mais ce qui change, c'est aussi la vie du quartier. C'est-à-dire que face aussi à une question que je voudrais aborder, c'est la question de comment on fabrique aussi sur le plan démocratique, c'est-à-dire pour des personnes qui sont hors champ social et démocratie depuis très longtemps, je parle des plus précaires, des plus pauvres, mais aussi de nos concitoyens qui se demandent comment je participe à la fabrication de cette ville. Et les élus que vous êtes dans la salle, mais aussi ceux qui sont nos partenaires, ne sont pas toujours dans la bonne position quand ils lancent des programmes, et je le sais parce que j'ai accompagné un peu la rénovation urbaine il y a quelques années, ce n'est pas toujours évident de pouvoir ouvrir des espaces pour que les personnes, et notamment les habitants, s'en emparent et contribuent de manière, je veux dire, pratico-pratique, mais aussi en y mettant des leurs, en y mettant de la solidarité. Et c'est vrai que ce qu'on a observé dans tous ces espaces-là, c'est que ça permettait aussi aux citoyens de venir à la fois en solidarité, bénévolat. Vraiment, il faut se féliciter de la solidarité de nos concitoyens. Parce que j'entends beaucoup de choses qui peuvent être dites sur nos concitoyens qui ne seraient pas solidaires, des plus pauvres, des exilés, des migrants. La réalité est tout autre. Et il y a aussi un intérêt écologique. Et je pense que nous, en tout cas, ce que ça nous permet aussi de s'intégrer évidemment dans des territoires où, avant, on était plutôt fermés dans nos centres, hein, c'est vrai, nos pratiques ont évolué et nous contribuons aussi à la vie du quartier concrètement avec les élus pour essayer d'améliorer la qualité, le quotidien. Et vous m'expliquez que... Applaudissez. Et vous m'expliquez que le programme qui va succéder à ce qui est actuellement Grand Voisin reprend des éléments actuels. Oui, donc les aménageurs, d'ailleurs il y a une journée le 26 septembre pour ceux et celles qui souhaitent comprendre comment ça se passe, comment on peut avoir un sans-abri, grand fracassé de la rue, un exilé, et puis des habitants qui se côtoient et qui fabriquent. Je vous propose de venir le 26 septembre après-midi. Nous faisons une journée immersive en direction des élus, mais aussi des aménageurs. Et donc l'aménageur des Grands Voisins, qui va reprendre totalement le site, a décidé de reprendre, nous a proposé de travailler sur 2 projets qui vont rester et qui vont être pérennes après notre départ. Merci beaucoup. Sonia Lavadino, vous êtes chercheuse et consultante en prospective en urbanisme et mobilité. Et pour vous, la qualité de vie doit se traduire par plus de temps plein dans le quotidien. Je crois comprendre que vous opposez la vie professionnelle et puis la vie privée finalement, et que là aussi il y a des tensions dans les métropoles.
Je pense qu'il n'y a qu'une vie et que notre grand problème, c'est effectivement que dans le temps que nous avons à disposition pour la vivre, environ 30 000 jours, 4 000 week-ends, pas beaucoup dans l'absolu. Donc d'opposer toujours temps de travail, temps libre, ça me paraît déjà une proposition qui n'est pas très payante parce que vraiment 4 000 week-ends, moi personnellement, je trouve que là est la vraie pauvreté. C'est la pauvreté de nos temps libres, de nos temps pleins, de nos temps avec nos proches, de nos temps avec nos enfants, de nos temps avec nos parents. Et là est le vrai stress. Je reviens sur des mots qui ont déjà été dits. Je pense qu'on a un vrai problème, en effet, d'accessibilité. Il est mondial. Je pense que toute métropole, ça va au-delà de Paris. Mais la vraie question, en termes de mobilité, et de mon point de vue, là est le vrai angle mort des politiques de mobilité, c'est que les politiques de mobilité longtemps étaient collectives, ont essayé de déplacer les masses. On est maintenant depuis 20-30 ans plutôt dans un paradigme de la mobilité des individus, mais je pense qu'il serait temps qu'on passe à un autre paradigme qui est vraiment de tenter de résoudre ce que j'appelle la mobilité constellaire, c'est-à-dire la mobilité des interactions entre les personnes. Le vrai problème, c'est pas tant vous, votre mobilité, mais c'est comment vous jonglez entre votre mobilité, la mobilité de votre femme, la mobilité de vos enfants. Vous avez 2 enfants, vous avez 3 enfants, chacun a des problèmes à gérer, il faut tous les transporter, et les enfants ont des milliers d'activités, vous devez par exemple aller à la crèche, vous devez aller à l'école, ces endroits ne sont pas connectés, il y a encore tous les sports, il y a votre dentiste, il y a votre médecin. Là aussi, ces personnes sont en lien avec vous et imposent vos contraintes sur vos agendas. Et donc, le problème principal des gens, c'est comment mieux jardiner les agendas qu'ils ont et comment on peut faire en sorte que sur les 168 heures que nous avons dans la semaine, nous puissions nous en sortir au mieux avec nos heures. Et je pense que là, le fait qu'on occulte ces politiques temporelles et qu'on ne parle que de mètres carrés, de politique spatiale, je pense qu'en soi, c'est des choses qu'il faut évidemment aborder. Mais dans les questions de dynamique, de proximité, dont j'aime beaucoup parler aussi, la question des proximités temporelles, des convergences de nos agendas sont des questions assez essentielles aussi. Et si on avait une approche, je dirais, qui permettrait de relaxer un petit peu ces grands stress qu'on peut avoir. Je vous donne un exemple. Nous avions, à une époque où j'étais encore à l'école politique fédérale de Lausanne, nous avions mené une très grande enquête sur la mobilité des familles au sein de l'Europe et on s'était aperçu que le vrai problème, c'était la demi-heure de raccordement entre le moment où l'enfant sort de la crèche et de l'école et le moment où les parents peuvent enfin le récupérer. Et donc, finalement, votre plus grand stress dans la journée, c'est cette demi-heure-là. C'est les autres 24 heures, à la limite, vous vous en sortez. Et je dirais qu'à l'échelle d'une vie, c'est pareil, les cycles de vie, il y a des moments disproportionnés de stress, le moment de la naissance du premier enfant, le moment de votre déménagement. Mais dans l'absolu, on ne déménage que 3 ou 4 fois dans la vie. Donc sur 80 ans de temps, il n'y a pas besoin d'aider les gens à chaque instant. Il y a besoin d'aider les gens quand ils ont le premier enfant qui naît. C'est sur 6 mois, c'est sur 1 année. Il y a besoin de les aider sur le moment où le deuxième enfant naît, c'est encore pire. Pour ceux qui ont eu 2 enfants, ils le savent bien. Donc, ces moments-là, il y a besoin d'un accompagnement fort dans les politiques publiques, un accompagnement vraiment très fort sur l'aide à comment on gère l'arrivée de ce premier enfant, de ce deuxième enfant, l'aide à comment on gère ce déménagement, l'aide à comment on sait qu'après un deuil, après un divorce, le déménagement, c'est le truc qui stresse le plus les gens au monde. Donc je veux dire, là, c'est des choses qu'il ne faut pas rater. On ne doit pas rater les moments d'accompagnement des cycles de vie dans ces moments-là. Et justement, une des solutions que vous préconisez face à ce constat, ça plaira à Daniel Breuiller, dont c'est une marotte, c'est de rapprocher le domicile et le travail, n'est-ce pas, si j'ai bien compris? Je pense que c'est assez important de constater que nous avons des budgétants. Les budgétants sont d'ailleurs toujours finalement un peu les mêmes. Enfin, malheureusement, la conjecture de Zahavi aujourd'hui est moins vraie qu'à une époque. Et puis, mais on voit qu'on est, vous l'avez dit, 1h30 de déplacement. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de constater que donc sur les fameuses 24 heures, cette 1h30 de déplacement, elle est plus stressante que tout le reste. Donc la question, c'est comment on peut en effet arranger ça. On voit d'ailleurs sur une enquête qui a été faite ici, pour les travailleurs franciliens IDF,
il y a de ça maintenant une année. On voit vraiment cette vraie fracture des millennials avec les moins de 35 ans qui sont alors extrêmement défenseurs ou adopteurs, je peux dire, d'une logique de proximité, au sens que leur quartier de travail doit contenir un nombre important d'aménités et d'avantages qui leur permettent aussi de mener leur vie personnelle. Et ça, c'est aussi lié à une évolution dans la manière dont nous jonglons entre les temps de travail et les temps de notre vie personnelle, qui est, je vais prendre la métaphore de la rivière. À une époque, vous aviez du travail de 9 à 5 et ça, c'était indéboulonnable. Et ensuite, vous aviez votre vie personnelle. Aujourd'hui, on voit que le travail est très fluide, il remplit vos soirées, il remplit parfois un bout de votre week-end. Il est un peu partout. Si on le laisse faire, le travail envahit bien sûr toutes nos vies, on le sait bien. Et donc la question, c'est plutôt aujourd'hui ce qui devient parfois beaucoup plus indéboulonnable, ce sont des moments de notre vie privée qui sont importants. Ce moment où vous allez chercher votre enfant au cours d'escalade, ça vous ne pouvez pas le louper, ou bien le moment où... Et ce n'est plus comme à une époque seulement d'aller chez le médecin ou d'aller chez le dentiste. Votre bien-être, votre running, votre séance de piscine ou votre cours d'anglais parce que vous voulez vous améliorer, vous voulez avoir un prochain job, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes aussi et avec lesquelles les gens jonglent. Et ce qui est en tout cas essentiel, je pense, c'est qu'on passe d'un modèle de zone d'activité vers un modèle écosystémique dans lequel le travail s'inscrit dans des vrais quartiers de vie. Et je dis ça parce que je travaille quand même beaucoup dans des jurys de concours. Je suis souvent encore là, et je ne jette pas la pierre spécialement à la France. En Suisse, on a le même type de problème. Je viens de travailler sur la programmation du quartier d'innovation de Blue Factory à Fribourg, ancienne friche Cardinal, au centre-ville. On est typiquement dans un quartier mixte de dernière génération. Mixte, qu'est-ce que ça veut dire mixte ? 15% de logements, 80% d'activité. Et ça, pour moi, ce n'est pas du mixte. Du mixte, c'est un truc qui est vraiment hybride, dans lequel les proportions sont différentes. Je rebondis sur ce que vous disiez avant. D'un mot, parce que nous allons devoir... Oui, sur la question aussi de la proximité de la nature, parce que ça, c'est pour moi aussi une vraie question. J'adhère, par exemple, à ce que fait Bilbao de dire chaque opération immobilière, 50% du montant des mètres carrés de l'opération doit être dévolu à de l'espace public. Je pense que c'est une très bonne politique d'emblée, quoi. Et il va falloir qu'on trouve des façons pour que le montage financier des opérations englobe ça. Mais je pense que petit à petit, les promoteurs y viennent. Moi, je travaille beaucoup avec la FPI, je travaille beaucoup avec pas mal de promoteurs immobiliers de chez vous. On voit que ça vient. Une action très très simple qu'on pourrait faire, c'est de capitaliser sur les espaces verts qu'on a déjà, les parcs qu'on a déjà. J'ai proposé un concept à la ville de Paris d'ailleurs, à la ville de Montréal, à Strasbourg. Ils y pensent aussi à comment l'implémenter, qui est la deuxième peau des parcs. Concept très simple qui consiste simplement à augmenter 5 minutes, 10 minutes autour de chaque parc, chaque espace vert existant, chaque forêt urbaine. Vous faites en sorte d'apaiser toutes les routes autour. Et je pense que pour avoir aussi travaillé sur le projet des routes du Grand Paris, notre prochaine grande conquête va être ces friches routières, comme je les appelle. On a conquis les friches portuaires, on a conquis les friches ferroviaires. Il s'agit maintenant de reconquérir l'objet route et d'en faire autre chose que simplement un support de mobilité. Et là, l'approche de dire on va reconquérir et remettre de la nature dans nos rues, littéralement, hein, en plantant, en désasphaltant comme ils font à Montréal. Je pense que là, on tient des pistes. Et je finis par ça. À Buenos Aires, on a travaillé comme ça. Je viens de les accompagner pour le lancement de leur programme Ciudad Amigable, qui entend bien justement cette idée de la ville amie des gens. Et je pense que c'est bien de parler dans ces termes-là, parce qu'il s'agit vraiment d'établir des vrais rapports d'amitié avec les personnes, dans le sens de les accueillir dans finalement leur vie. Et là-dessus, donc Buenos Aires, ils ont 5 très grandes stations de train, pôles intermodaux, chaque fois avec 1 demi-million de personnes qui arrivent dans cette grande métropole. Il y a une trentaine de grands parcs qui sont justement les centres de vie de tous les quartiers. Et là, on a justement décidé, avec finalement un maillage très simple, avec ces deuxièmes pots dans chaque parc, dans chaque grande gare, et simplement d'apaiser, de faire respirer ces grands éléments urbains qui sont les nœuds de convergence des flux
qui sont les nœuds de convergence des gens, et de faire des grands superconnecteurs sur 5-6 km qui relient ces grands éléments avec des rues extrêmement apaisées où la vitalité commerciale peut reprendre ses droits, là on commence à tenir un bon système. Merci infiniment. Pierre Vels, alors vous allez faire la transition avec la table ronde suivante. C'est ce que vous m'avez dit sur la gouvernance, n'est-ce pas? Puisque vous pouvez prendre le micro. C'est de ça dont vous vouliez parler, pour me dire tout le bien que vous pensez de ce Grand Paris qui s'est constitué de façon remarquablement efficace, institutionnellement, et vous vous en félicitez. Si, ça va marcher. Vous me disiez que c'était vraiment, vous étiez surpris par la qualité de tout ça et que... Oui, j'ai vu que vous aviez fait un compte-rendu d'ailleurs extrêmement lapidaire et un peu brut de décoffrage. Je suis prêt de m'excuser, c'est une erreur. D'habitude, je suis un peu plus nuancé, mais bon, d'abord, pardonnez-moi d'être... C'était pas public. Bon, pardonnez-moi d'être en retard, mais je viens de Toulouse en train, parce que c'est quand même mieux du point de vue du carbone, et puis c'est plus agréable en plus. Moi, je vais essayer de m'accrocher à ce qui vient d'être dit. D'abord en disant mon plein accord avec ce qu'a dit Daniel Breuiller sur le fait que, à mon avis, comme aussi, je pense qu'on a deux problèmes majeurs aujourd'hui devant nous, qui sont vraiment des problèmes difficiles, qui sont le problème des inégalités sociales, qui sont aujourd'hui croissantes en Île-de-France. On parle toujours des inégalités entre les métropoles et le reste du territoire. Les vraies inégalités en France, elles sont dans les métropoles, et en particulier en Île-de-France et à Marseille. Et si on continue comme ça, ça va finir par exploser. Or, il n'y a aucun mécanisme régulateur aujourd'hui de ça. Aucun, comme tu le sais, Daniel. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est évident que le sujet aujourd'hui, on le voit bien, c'est la question de l'écologie, du réchauffement climatique, etc., qui devient un objectif stratégique absolument majeur. Le problème, c'est que les deux sujets sont extrêmement difficiles à aborder. Le deuxième aussi est difficile parce qu'il pose des questions redoutables qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui. D'un côté, du côté des coûts, et puis de l'autre côté, du côté des échelles. Alors, les coûts, c'est beaucoup plus facile de faire de l'écologie avec des gens qui ont les moyens que de le faire dans des quartiers difficiles. J'avais une petite question là sur la taxe de renaturation. Le risque, c'est qu'on rentre tout simplement dans la charge foncière et que, très bien, on va faire, on va quelque part, on va avoir des logements qui auront ou des immeubles de bureaux qui auront des environnements naturels meilleurs, mais à un prix supérieur. Et donc, la question, on le voit bien aujourd'hui, sur tous ces sujets écologiques, il faut qu'on trouve l'équation entre, disons, la sauvegarde de la planète et puis la question du coût. C'est pas une question simple. Pas une question simple. Deuxièmement, la question des échelles. Alors ça, je pense, c'est une question, c'est moins que pas simple, c'est difficile. Et je suis frappé par le fait qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui, y compris d'ailleurs sur le plan un peu théorique, sur le plan des modèles intellectuels qu'on peut mettre en avant, il n'y a pas beaucoup de réflexion sur ce sujet-là. Parce que tous ces problèmes écologiques dont on parle, que ce soit l'eau, l'air, l'environnement, la biodiversité, sont multi-échelles par nature. Donc l'idée de les ramener au local, que le local d'ailleurs soit micro-local ou un peu plus large, est toujours problématique. Parce que chaque fois, vous avez la difficulté de penser toutes les échelles en même temps et souvent des effets pervers. Parce que si vous faites... il y a un tas d'exemples où on peut montrer que le fait de traiter localement un problème de manière vertueuse va créer des effets externes chez d'autres. Souvent, ça consiste à déplacer le problème chez d'autres et qui va aggraver la situation générale. On n'a pas... je suis frappé de voir que même du côté du monde universitaire, de la recherche, etc., on n'a pas beaucoup de réflexion là-dessus. On a beaucoup de colibris, vous voyez, de choses très locales. Et puis, on a les grandes réflexions sur le global change, les gens qui font de l'économie de l'environnement ou les gens qui réfléchissent sur ces sujets-là. Mais on a beaucoup de mal à articuler ces échelles. Alors, si je prends par exemple la question de la pollution atmosphérique, qui reste un problème majeur dans nos villes, il n'y a pas qu'à Delhi, notamment pour ce qui est des oxydes d'azote et de soufre.
on voit bien, c'est typique, c'est à la fois micro-local. Hein, il y avait une belle carte dans le Monde, je ne sais pas si c'est pas aujourd'hui, où on voit d'ailleurs Paris intramuros, voilà, isolé du reste du monde, hein, où on montre que la pollution locale est très très différente selon les quartiers. Bon, comme par hasard, d'ailleurs, plutôt dans les quartiers chics, qu'elle est moins forte que dans un certain nombre d'autres quartiers, très liés à la circulation automobile. Voilà. Mais évidemment, elle ne s'arrête pas au périphérique et elle ne s'arrête pas même à l'échelle de la région Île-de-France. Il y a aussi de la pollution atmosphérique à très grande échelle. On se balade, on se reçoit des particules qui viennent de la Roure, il y a des grands nuages, etc. Donc ça, c'est quand même très très difficile à traiter. Les questions de l'eau, évidemment, l'hydrologie n'attend pas les circonscriptions administratives, etc. Alors, l'autre point d'accord avec Daniel, c'est qu'il faut arrêter de penser les métropoles uniquement à partir du modèle de l'agglomérat bâti. Hein. Au fond, j'allais dire c'est une vision du Moyen-Âge, c'est même pas vrai, parce qu'au Moyen-Âge, la ville dans ses murs, elle était inséparable du campo qu'il y avait autour, de toute la campagne. Donc aujourd'hui, moi, quand j'entends des gens dire mais on ne peut pas raisonner sur la métropole à l'échelle, par exemple, de la région, hein, parce que vous avez toutes ces zones agricoles, mais au contraire. Et ces sujets de l'écologie, que ce soit l'énergie, l'eau, la biodiversité, la pollution atmosphérique, etc., on voit bien qu'ils plaident pour une vision aujourd'hui très large des métropoles, incluant les zones, on va dire, peu denses, ouvertes, généralement agricoles, mais pas uniquement, forestières aussi, périphériques, et qu'il faut qu'on raisonne aujourd'hui. La métropole, ce n'est pas le bâti stricto sensu. J'étais à Toulouse hier, c'est exactement la même problématique, et ça donne en même temps une piste très intéressante pour ouvrir des réflexions positives, constructives entre ces territoires métropolitains et les territoires ruraux alentours, qui en général ont plutôt tendance à s'observer un petit peu en chien de faïence, les deuxièmes se trouvant victimes des premiers. Alors, ça, comme vous pensiez, effectivement, je vous avais dit que j'aimerais bien dire quand même un mot de la gouvernance, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas échapper au sujet de la gouvernance quand on pose cette question-là. Hein, et que quelque part, ce que je viens de dire, la conséquence naturelle, c'est quand même que les grands sujets, aujourd'hui, que ce soit les deux que tu as cités, les inégalités et les questions climatiques, l'échelle de la région me paraît l'échelle minimale. Je veux dire, on a ça comme échelle. Bon, utilisons-le. Enfin, les questions de la métropole. Nos anciens avaient travaillé sur les grands réseaux, etc., à l'échelle du département de la Seine. Bon, aujourd'hui, la bonne échelle, c'est pas pardon de le dire de manière un peu brutale, mais c'est mon point de vue, je défends avec d'autres, beaucoup d'autres, depuis pas mal de temps. Il faut inclure aujourd'hui les départements de grande couronne dans cette réflexion. Si vous permettez, je voudrais dire un mot aussi par rapport à ce qu'a dit Sonia, parce que je crois que là aussi, c'est ce sujet de qu'est-ce qui va changer la métropole fondamentalement. Ce n'est pas les technos, ce n'est pas les politiques, c'est les modes de vie. C'est la façon dont les gens, finalement, vont arriver à imposer des façons de vivre qui seront un peu plus agréables qu'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que si aujourd'hui, beaucoup de jeunes, passé l'âge du premier enfant, quittent l'Île-de-France pour aller j'étais à Toulouse hier, à Toulouse, à Nantes, à Bordeaux, dans les métropoles de province, c'est évidemment parce que le rapport qualité de la vie, coût de la vie est bien meilleur dans ces métropoles. Je ne crois pas que ce soit uniquement par la recherche de nature. Hein. Je crois que la raison, c'est que la vie est difficile parce qu'on a ce mouvement brownien incroyable qui devient impossible à coordonner dans les familles. Moi, j'ai une collègue, elle passait ses journées au téléphone, à l'époque où il n'y avait pas encore de portable, à savoir où étaient son mari, ses enfants, etc. Tout le monde fait ça. Bon, pourquoi ? Parce que ce mouvement brownien qui consiste à traverser l'Île-de-France pour aller se mettre devant un écran dans une tour de la Défense pour faire ce qu'on pourrait faire chez soi, à mon avis, ça ne va pas tenir très 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 longtemps. Et moi, la vision que j'ai de l'avenir de la métropole, c'est la grande échelle, les sujets stratégiques. Il y en a d'autres, mais disons les deux qu'on a évoqués, plus quelques autres, traités à l'échelle de la région. Hein, bon, pas dire, quand je dis région, je ne pense pas forcément à l'institution régionale telle qu'elle est aujourd'hui. Hein. Il faudrait qu'elle mute pour être en phase avec ça. Mais enfin, il est clair que
d'insister un peu lourdement, le territoire actuel de la métropole du Grand Paris n'est pas à cette échelle-là. Le deuxième niveau, c'est au fond le niveau de la vie quotidienne qui correspond un petit peu à ce que c'est la vie dans une métropole les métropoles de province qui aujourd'hui sont effectivement très attirantes parce que vous avez une certaine diversité, hein, vous n'êtes pas enfermé dans un espace étroit, et je crois que ça va devenir ça l'espace de vie des gens. Et ça correspond un peu à ce deuxième niveau qui est le niveau... alors aujourd'hui des EPT, peut-être demain de PCI, de plein d'exercices, au fond l'équivalent de nos métropoles provinciales, et dans lesquelles je pense que les gens pourraient vivre, et qui auraient en charge au fond toute la gestion de la vie quotidienne, aujourd'hui comme Toulouse gère la vie quotidienne de ses... Vous voyez? Merci. Donc je fais un lien direct entre ce que je pense être une bonne réforme de la gouvernance et les sujets qu'on a traités. On a 5 minutes de retard, mais une question, vous me disiez aussi que vous n'étiez pas fan de l'interterritorialité, chère à Daniel Béard, ou au soft power que certains développent. Vous ne pensez pas non plus qu'il suffise de laisser les collectivités s'agglomérer comme bon leur semble sur un grand périmètre? Je ne suis pas opposé à ça. Je pense que il faut qu'on travaille dans ces différentes... Oui, je peux finir la phrase précédente. Mais je vous en prie. Mais par contre, on a 3 minutes. Bon, mais en 2 mots. Par rapport à ce que disait Sonia, moi je pense que... moi je vois l'avenir effectivement se reconfigurer sur une base résidentielle, y compris le travail, quoi. Hein, c'est ce qu'on commence à voir dans les modes de vie en réalité. Hein. Ça ne veut pas dire que la métropole sera simplement la juxtaposition de villages dans lesquels on vit comme dans des villages, mais c'est quand même un peu ça que cherchent les gens, de gros villages, disons. Parce qu'on pourra aller d'un village à l'autre assez facilement. On pourra circuler entre ces villages. C'est ça l'avantage. Si à Paris, moi quand je dis Paris, je pense toujours Grand Paris, hein, pardonnez-moi, ou même très Grand Paris. Si on pouvait circuler, après, si on pouvait vivre sa vie quotidienne pour l'essentiel, y compris le travail, dans un espace un peu agréable, où on ne soit pas épuisé par des transports grotesques, mais qu'en même temps, on sache qu'on peut aller... chez le voisin, parce qu'il est à une demi-heure de RER, etc., ou moins, ou du réseau du Grand Paris Express, ça changerait la vie. Et je pense qu'on va vers ça. Mais il faut quand même les structures de gouvernance qui aillent dans ce sens-là. Alors, un mot sur puisque vous m'avez engagé, le soft power, l'interterritorialité, très bien, mais sur la base d'institutions qui fonctionnent. Je veux dire, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je pense que l'interterritorialité, je suis à fond pour, mais pour qu'il y ait interterritorialité, il faut qu'il y ait des territoires. Aujourd'hui, les gens y votent dans des territoires donnés. Tout n'est pas en réseau. On peut pas, je ne crois pas à ça. Je pense qu'il y a des logiques institutionnelles qui font que les gens s'identifient, les gens et les élus, bien sûr, s'identifient à des territoires. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils travaillent ensemble dans des réseaux extrêmement ouverts. Mais penser que les réseaux vont simplement régler les problèmes, ça ne marche pas, à mon avis. Et le réseau, ne l'oubliez pas, c'est toujours la loi du plus fort. Merci infiniment. Je crois qu'on peut tous vous applaudir et on marque 3 minutes de pause, pas plus, parce que l'heure tourne.